Fouyezo, fouyezo nan patrimoine qu'il tipe, na jwen lo. Na jwen kote n soti, kote n brale, na kon ki moun nou ye, tout bien nou posede. Fouyezo, fouyezo nan kaladou qu'il tipe, na jwen lo. An nou fouyezo, fouyezo nan patrimoine qu'il tipe, na jwen lo. Détenteur d'un catalogue d'une vingtaine de concepts originaux destinés au cinéma, à la télévision. Monsieur Gervais, à l'ère de l'intelligence artificielle dans toutes les activités humaines, Allo Afrique estime qu'il est important de vous rencontrer en public. Nous ne sommes pas seuls là, hein. Nous sommes en public. C'est quelqu'un, tout le monde qui veut se connecter, c'est facile. Et de vous rencontrer en public pour une discussion. Et ça nous permettrait de clarifier un certain nombre de points par rapport à la question d'intelligence artificielle appliquée à l'audiovisuel. Donc, nous vous disons encore une fois merci et d'avoir répondu d'une part et d'être là à temps. Pour ce qui concerne l'IA, c'est vrai que... Non, en fait, avant de traverser à l'IA, quel est l'espoir pour l'Afrique par rapport à cette problématique des vieux nanogénaires, octogénaires qui s'accrochent au pouvoir et puis ils sont nombreux et comme ça avec des ministères, et vraiment ils absorbent les ressources de l'État à bien comprendre. Et quel est l'espoir pour ce pays et j'ai l'impression que c'est pas le seul en Afrique. Oui, avant d'entrer dans ce sujet-là, ce que je veux dire aussi, c'est que il y a un climat de peur tellement grand au Cameroun que si un réalisateur fait un documentaire sur cette personnalité, c'est signer son arrêt de mort. Voilà. Mort. Donc, oui, oui, oui. Est-ce que vous avez déjà vu un documentaire sur Paul Biya? Jamais. Ouais. Parce que les réalisateurs veulent voir grandir leur enfant. Donc, Ah, ok, d'accord. On est rationnel. il y a tellement de choses à dire, à décrire, mais personne n'a le courage de mourir, comme ça a été décrit dans Membas sur le Cameroun, que j'ai revu ici au Festival Vue d'Afrique et tout. Donc, maintenant, dans un autre sens, ce qu'il faut comprendre, c'est que le pays vraiment ne fait rien pour les cinéastes. Pourquoi? Parce que les cinéastes, ce sont les intellectuels. Et les intellectuels, c'est des personnes qui peuvent réveiller des peuples. Donc, pourquoi soutenir les cinéastes si ils peuvent lever des foules si on fait des documentaires dans la trame de... Il y a conscientisation. Voilà. Donc, du coup, même en ce qui concerne les revenus que gagnent les cinéastes, ça ne vient jamais du Cameroun. J'ai parlé tout à l'heure des télévisions comme TV5 et Canal+, qui permettent à des cinéastes d'avoir des contrats. OIF, c'est l'Organisation internationale de la francophonie, voilà. Mais sur le plan local, rien n'est fait pour qu'un cinéaste puisse vivre du cinéma au pays. Moi-même, quand j'étais au pays, je ne vivais pas du cinéma. J'étais obligé de faire d'autres activités, parfois informatiques, pour pouvoir nourrir mes enfants et en espérant avoir un contrat. Et ce n'est qu'après 22 années que j'ai eu un super contrat avec TV5 qui m'a permis de remonter. Voilà. Donc, c'est un peu ça le problème. Donc, du coup, ça fait que l'IA viendrait comme une bouée de sauvetage dans une industrie, si je dois utiliser le mot industrie, ou plutôt dans un artisanat, parce que industrie, c'est trop fort. Industrie, on peut dire industrie au niveau de Montréal et tout. Mais au niveau du Cameroun, on parlerait d'un artisanat, c'est-à-dire où chacun se débrouille. C'est vraiment le monde de la débrouille. Voilà. Et l'IA, c'est quelque chose qui peut permettre justement aux cinéastes
en Afrique, au Cameroun, de pouvoir exister et de pouvoir faire des économies ou bien euh, de pouvoir faire des films avec beaucoup moins de moyens parce que avec l'IA, l'IA peut être un facteur à tous les maillons de la chaîne qui permettrait de pouvoir faire un certain nombre d'économies au niveau de la production. C'est vrai, ici à Montréal, vous allez rencontrer des personnes, par exemple, du monde des formations, du monde professionnel qui vont vous dire que non, l'IA euh, nous vole les auteurs, vole ci, vole ça, et puis redistribue de manière sauvage et tout. Il y a des puristes qui vont être contre l'IA, mais en Afrique, on a besoin de l'IA pour pouvoir euh, combler le vide qui existe entre l'Europe, l'Amérique et puis l'Afrique. L'IA est un facteur qui peut permettre de réduire les coûts et d'être plus productif. Voilà. Mhm. Donc, Dès lors qu'on respecte les droits d'auteur, c'est OK. en fait, comme constaté, en tout cas, nous, à l'Ouafrique, nous avons constaté que la présence, l'usage de l'IA ou les usages de l'IA est vraiment bouleverse le secteur. Peu importe le secteur, hein, et même si on peut dire la question du trucage est censée presque née avec le cinéma. Mais ce nouveau dispositif tel qu'il est disponible, hein, il suffit avec très peu de moyens. L'autre jour, j'ai vu un film à Vue d'Afrique. Je me suis approché à l'oreille du réalisateur, il me dit là, ça, c'est de l'IA. Et il a souri parce que. Mais j'ai pas un problème d'éthique par rapport à ça. C'est pas ça une préoccupation. Là, nous sommes en train de regarder la présence de l'IA dans la production filmique, dans cette industrie, dans la production et dans les contenus audiovisuels. Et, et- et en fait, le réalisateur cherche quoi? Il cherche à optimiser et quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de manque et financier, quelquefois technique aussi, et assez souvent technique. Et dans le cas du Cameroun, on vient de le voir, qu'il n'y a pas de financement public. Faute de financement public, c'est pas le contraire pour Haïti, hein. Rassurez-vous, je dispense ce cours à l'Université d'État c'est-à-dire histoire du cinéma et de la photographie. Je peux vous dire que les données ne sont pas différentes en termes de financement public, hein. Et on n'est pas dans la peur présentement. Sur les Duvaliers, c'était comme ça, la raison pour laquelle ma question a été et comment est la réception d'une part et quel genre de films qui sont produits au Cameroun, par exemple, sur la période de Duvalier, la filmographie disponible et nous fait qu'est-ce que les Haïtiens regardaient dans les années 60, 70 et début 80, c'était des films américains, de cow-boy, c'est-à-dire western, et de films asiatiques comme du genre chinois, Bruce Lee. C'était très populaire. C'était une manière d'éloigner, de dépayser les Haïtiens de leur réalité. Et c'était ce genre de film, de toute façon, les salles projetaient. Bon, les quelques films qui sont arrivés et tardivement, et c'était presque une révolution, c'est-à-dire qu'ils osent parler des choses du pays. Donc, c'est une période historique assez importante dans la filmographie haïtienne. Actuellement, c'est un peu débridé. On est quand même capable, hein, n'était-ce pas l'insécurité, mais on est capable de produire des films sur n'importe quel sujet. Sauf qu'il sauf qu'il n'y a pas de moyens. Et il faut chercher les moyens, il faut créer soi-même ces moyens-là. Et même des chaînes ou des services de préachat ne sont pas disponibles sur Haïti. Donc, il y a quelques cinéastes qui arrivent quand même à sortir quelques pièces et sensibiliser potentiellement. Mais c'est assez exceptionnel. Donc, le cinéma haïtien souffre également et
je ne vais pas comparer, mais c'est autant de problèmes soulevés ici, c'est autant de problèmes qui existent, et en tout cas en Haïti, et pour le cinéma, le secteur cinématographique. Par exemple, l'UNESCO vient de soutenir un petit projet et à hauteur de 100 000 dollars pour le secteur, pour structurer le secteur, que ce projet-là, par exemple, pour lequel je réponds en termes de coordonnateur. Et on espère que le travail qui sera produit va aider quand même à mieux structurer le secteur pour que nous ayons de nouvelles perspectives pour les cinéastes, disons plutôt pour le secteur du cinéma haïtien. Bon, espérons. Mais c'est pas beaucoup d'argent, c'est quand même, c'est 100 000 dollars. On espère que c'est pas un film qu'on va produire parce qu'on ne finance pas de film, on sait que le secteur en termes de structuration. C'est ça l'idée. C'est un groupe qui s'appelle le Ciné Nouvelle qui avait soumis son projet et lequel projet a été sélectionné, c'est-à-dire c'est une compétition mondiale pour le programme qu'on appelle le FIDC, c'est-à-dire Fonds international pour la diversité culturelle. Donc il y a ces possibilités, mais c'est assez exceptionnel quand un groupe arrive à gagner, à sortir de ça. Et c'est peut-être pour la musique cette fois-ci, cette année, et c'est pour le cinéma. Maintenant, et, et vous-même, et en quoi, par exemple, l'IA vous permet facilite votre vie de créateur et de réalisateur également. En quoi et vous avez quand même, vous tentez, vous cherchez à avoir, pas comme béquille, mais comme un élément complémentaire pour optimiser vos recherches et vos réalisations et dans différentes étapes de la production d'un film, par exemple. Oui, disons que quand on parle d'IA, c'est encore un peu nouveau en Afrique, au Cameroun. Et le prérequis, c'est les compétences informatiques. Et voilà. Donc, actuellement, au Cameroun, l'IA n'a pas encore une résonance importante et tout. Mhm, Il y en a qui sont encore au niveau de taper des prompts sur ChatGPT pour s'informer, avoir des réponses à leurs questions et tout, mhm, etc., etc. Voilà. Donc, mhm, à cet effet, dans l'industrie, il n'y a pas encore vraiment un usage. Voilà. Nous autres, la différence est que depuis au moins depuis les années 1998, moi, je flotte avec des ordinateurs et donc, du coup, je suis un peu avant-gardiste. Je suis toujours au parfum de toutes les informations liées aux technologies. J'ai été très fan depuis très longtemps de Bill Gates avec Microsoft, Google à mhm, l'époque et tout. Ensuite, Amazon. Ensuite, mhm, euh, à l'époque, dans les années 98, je flirtais déjà même avec les Mac. Et là, c'est parce que j'ai côtoyé beaucoup d'Américains à l'époque et tout. Donc, du coup, c'est les ordinateurs qu'ils amenaient. Donc, mhm, j'ai toujours essayé de faire des recherches parce que mon papa, pas, il nous a inculqué vraiment le sens de la recherche. Et du coup, j'ai toujours eu à faire des recherches pour être en avance. Donc, ça fait que j'étais au Cameroun, mais j'étais un peu comme connecté à la vitesse de Montréal, de New mhm, York, de Paris. Je n'attendais pas. C'est comme les voitures. Les voitures sont consommées ici au Canada, en Occident, et c'est peut-être 10 ans après que ça arrive en Afrique et tout. Mais moi, j'allais toujours à travers Internet chercher les informations mhm, up-to-date pour pouvoir ne pas être le dernier à utiliser ou bien à connaître telle ou telle technologie. Donc, du coup, avec cette avance, j'étais une des premières personnes à comprendre ce que l'IA pouvait nous apporter dans ce passage d'un cinéma artisanal, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un cinéma industriel. Et maintenant, euh, après, si je peux un peu entrer dans les détails de ce que peut-être l'IA peut faire, euh, on va aller d'abord au premier niveau, hein. Au mhm, premier niveau, l'IA peut d'abord venir au niveau de la formation. Voilà. mhm, Donc, la difficulté d'avoir des visas fait que
Beaucoup de personnes qui veulent faire du cinéma n'ont pas la possibilité d'aller où on apprendrait vraiment le cinéma. Voilà. Moi, ma chance est que j'ai travaillé avec des professionnels du cinéma du monde qui sont venus vers moi, au Cameroun. Et du coup, j'ai acquis pas mal d'informations. Je suis autodidacte en passant. Mhm. Voilà. Autodidacte dans le cinéma, bien sûr, parce que j'ai une Mhm. licence en lettres d'expression française. Voilà. Mhm. Maintenant, quelqu'un qui commence le cinéma avec l'IA, il peut se former. Donc, ne voyons pas seulement l'IA du point de vue de la production, déjà de la formation. Mhm. L'IA, c'est un outil par lequel on peut se former. Si déjà, moi, à l'époque, je me suis formé avec Google en posant trois questions deux questions à Google. Qui fait quoi au cinéma et quelles sont les étapes pour faire un film? Alors, imaginez que vous entraînez votre IA, votre modèle IA, à vous coacher. Vous avez la possibilité, juste avec l'IA, d'apprendre le cinéma. Voilà. Et ça, c'est le premier point positif de l'IA pour un pays où il n'y a pas les moyens de faire du cinéma. Donc, Mhm. ça fait que l'apprentissage, le recyclage, le passage à niveau et toutes les questions pour lesquelles d'habitude vous aurez été dans un festival, vous aurez été peut-être sur YouTube pour apprendre. Avec l'IA, si vous avez un esprit de chercheur, vous pouvez tout apprendre juste en tapant des prompts qui vous permettraient d'avoir des informations très rapidement. Voilà. Mhm. Donc, Très bien, c'est un peu ça. très bien. Euh, le deuxième volet après la formation, c'est lorsque on commence, c'est au niveau de la création. Au niveau de la création, euh, il y a ce qu'on appelle l'étude du marché. Voilà. Et ça, Mhm. c'est un volet sur lequel parfois les créateurs ne songent pas. C'est-à-dire, un monsieur va avoir une inspiration, papi commence à travailler sur son inspiration et patati patata. Pourquoi je parle d'étude de marché? Lorsque j'ai créé mon catalogue de 12 projets de série. C'est un catalogue que j'ai créé en 2023. C'était une année très difficile pour moi et l'année s'achevait et je disais que, OK, si je n'ai pas pu être productif cette année, je peux au moins faire quelque chose côté créatif. Et c'est là que j'ai eu l'idée de créer des concepts de séries en mois de décembre. Et pour le faire, euh, j'ai utilisé l'IA pour faciliter l'étude du marché. Parce que normalement, m'aurait fallu beaucoup de moyens pour faire cette étude de marché, pour savoir qu'est-ce que les gens regardent, quels sont les types de contenus que les télévisions achètent, etc. Donc, avec l'IA, en un après-midi, j'ai questionné deux ou trois intelligences artificielles, ChatGPT, Gemini, euh, Monica, voilà, pour un peu avoir des avis un peu différents et Mhm. pouvoir les converger ensuite vers le même objectif. Et l'étude du marché me permettait donc rapidement de savoir ce que les télévisions achètent, parce que parfois on est confronté à cela. Vous allez peut-être aller vers TV5 Monde, vous allez Mhm. proposer 10 projets, ils ne vont pas prendre, pas parce que c'est pas bien, mais est-ce que vous êtes posé la question de savoir quelle est leur ligne éditoriale, qu'est-ce qu'ils Mhm. veulent? Ouais, Voilà. ouais. Mhm. Donc, maintenant, est-ce que vous avez les contacts téléphoniques pour appeler TV5 et dire que, OK, TV5, qu'est-ce que vous achetez d'habitude? Si vous n'avez pas l'IA, forcément, à ce genre d'informations, parce que quand TV5 Monde achète un contenu, ils les mettent sur la plateforme. Donc, l'IA peut aller scanner leur plateforme et venir vous dire que, OK, TV5 Monde, selon leur plateforme, c'est plus la fiction, c'est plus le documentaire, c'est plus des sujets peut-être sur l'Afrique, etc., etc. Donc, Mhm. avec l'IA, j'ai fait une étude du marché pour savoir qu'est-ce, quel type de contenu il faut faire. Est-ce qu'il faut Mhm. faire D'accord. des enquêtes? Si ce sont des enquêtes, est-ce que c'est des enquêtes journalistiques ou bien des enquêtes policières? Est-ce qu'il faut faire des films sur la société, sur la politique? Donc, l'IA m'a permis de cerner le marché. Et maintenant, quand j'ai commencé à créer des sujets, je savais que c'était des sujets vendeurs.
Et la preuve, Mhm, c'est que dès que j'ai fini de concevoir ce projet mhm, orienté par l'IA, euh, la première personne à qui j'ai proposé le projet a directement dit, voilà, je suis intéressé par le projet Révélation scandaleuse. Et à l'heure actuelle, la série est tournée, la série a été diffusée dans tous les pays francophones, en Afrique et tout. Et actuellement, là, ça a été diffusé l'année passée. Donc, mhm. ça sera soumis au festival du monde. En fait, c'est en train d'être soumis actuellement à des festivals du monde et tout. Et c'est un peu cela. Voilà. D'accord, c'est Euh, super, c'est ça, très éclairant. Ça, c'était au niveau de la création. Mhm, Après, maintenant, au niveau de la pré-production, il y a le montage du dossier de production. Voilà. Et c'est une phase qui est très stressante d'habitude pour les réalisateurs. Parce qu'au Cameroun, par exemple, tout le monde à la base, ce sont des réalisateurs. Mais comme il n'y a pas de producteurs, on est contraint d'être producteur parce que mhm, sinon, personne ne viendra dire que apporte ton projet, je vais financer. On est obligé d'être producteur. Et du coup, beaucoup de réalisateurs sont stressés par cette étape et tout. Et quand il faut donc monter le dossier, c'est compliqué pour pas mal de personnes et tout, parce que c'est un dossier qui peut aller jusque parfois 100 pages où il faut présenter le projet. Je parle de présenter le dossier de production, en fait. Il faut décrire des personnages, il faut ci, il faut ça et tout. Et c'est quelque chose qui est moins créatif que, je peux dire, bureautique. C'est une activité vraiment de secrétariat et tout. Donc, du coup, l'IA peut venir comme un facilitateur par rapport à cela. C'est-à-dire que mhm, si j'ai un personnage que je dois décrire, je peux décrire le personnage et tout. Après, bon, je demande à l'IA de développer pour que ce soit dans la norme et tout. Et comme c'est développé sans faute, après, je n'ai plus besoin de payer un relecteur pour qu'il me corrige les fautes et tout. Donc, ça fait que ça apporte un atout dans ce sens et tout. Donc, voilà mhm. un peu comment, au niveau du montage, C'est et bien, même par j'espère exemple les que... budgets, Mhm, les budgets, c'est un casse-tête. Supposons que j'ai un budget de 10 000 dollars pour un court-métrage, par exemple. Je vais dire à l'IA que, OK, pour ce truc, j'ai 5 acteurs, j'ai 4 techniciens, tournage sur 4 jours et sur 4 jours dans telle ville. Et je demande à l'IA, en fonction de mon budget et des instructions que je vais donner, de me faire une répartition détaillée du budget. Voilà. Et c'est des choses pour lesquelles ça t'aurait pris 2 à 3 journées pour le faire. Donc, avec l'IA, c'est en 30 minutes, vous avez votre budget. Et si entre-temps, par exemple, on vous dit que OK, vous aviez planifié un budget de 10 000 euros, vous avez plutôt 7 000 euros et qu'il faut réadapter par rapport au nouveau contexte, vous dites juste à l'IA de le faire, il le fait. Vous voyez un peu c'est mhm. pour ça qu'il n'y a pas de passage de l'artisanal à l'industriel, parce qu'avec ces outils, on gagne en temps pour la préparation des films et on peut être plus productif. Voilà. Donc, voilà un peu comment au niveau donc, de la pré-production, voilà, même au niveau des autres éléments, comme peut-être les décors. Voilà. Si je suis peut-être à Montréal, je peux utiliser l'IA pour chercher des lieux pour lesquels, il y a 5 ans, j'aurais été peut-être En termes de repérage. voilà. Sur place, je peux, étant même nouvel arrivant, demander à l'IA que je veux tourner telle scène dans un château. Trouve-moi les châteaux les plus appropriés par rapport à ce budget et par rapport aux disponibilités. Je peux Mhm. dire à l'IA que je cherche une voiture des années 1950. Est-ce, où est-ce que je peux les avoir et tout. Donc, l'IA vient donc et apporte vraiment des économies sur plein de choses. Même dans la recherche des techniciens, si actuellement j'ai besoin d'un monteur, je, avant, c'est on viendrait dans Google peut-être, mais l'IA peut avoir, en fait, ça pousse un peu plus la possibilité Mhm. de trouver la personne ou bien le contact par lequel je peux facilement avoir voilà. Donc, c'est un peu ça. Même si je fais le budget, à combien est-ce qu'on paye peut-être un technicien ici qui va peut-être faire le son?
l'IA a la capacité parce que l'IA va dans Internet, il scanne toutes les sources et il t'apporte des informations. Alors que Google te présentait les sources individuellement, il peut te demander Séparé. de parcourir 30 sites pour avoir une information que l'IA en 30 secondes te donne. Donc, du coup, ça permet d'être efficace par rapport à la préparation d'un tournage. Voilà. Mhm, Et c'est ce en quoi l'IA peut être quelque chose de très fondamental au niveau de la pré-production. mhm, Maintenant, pendant la production, c'est-à-dire le tournage, voilà, il y a parfois, euh, je prends un peu, j'ai dit que j'ai tourné avec des Français qui sont venus. Ils avaient prévu un calendrier de tournage sur tous les 3 mois de tournage pour lesquels on a fait White Material. Et on devait commencer par des scènes militaires. Sauf que le matériel militaire, y compris un hélicoptère, on n'a pas pu l'avoir la première semaine comme prévu. Donc, du coup, dès la première journée de tournage, tout a été basculé, chamboulé. Et il fallait réadapter maintenant manuellement à partir d'un fichier Excel que non, déplaçons cette séquence ici, mettons cette séquence là. Et entre-temps, on tournait des séquences que on ne parvient pas à boucler. Genre, on a prévu faire 7 séquences, mais on en fait 5. Il y a donc mhm. 2 séquences supplémentaires qu'il faut reprogrammer. Vous D'accord. imaginez que manuellement, c'était un travail très endurant. C'est pour ça on était 3 assistants réalisateurs. Il y avait 2 Français. Et puis moi, voilà, c'était très endurant comme travail. Mais aujourd'hui, vous rentrez les informations dans l'IA et vous dites que, OK, on a fait cette programmation, il y a ce chamboulement. L'IA va te dire, OK, quels sont les décors, OK, quelle est la disponibilité. Dès que tu renseignes les informations, l'IA va te permettre de gagner en temps. Et Mhm. ainsi, tu es plus focalisé sur la création et non pas sur la planification parce que l'IA t'accompagne dans cette planification. Voilà. Donc, Super. c'est un peu cela. Et l'IA également peut te permettre d'analyser avec un côté, comment on dit, un algorithme un peu plus poussé dans la mesure où parfois on peut faire des planifications avec peut-être l'expérience ou pas, mais à un moment donné, avec l'IA, c'est-à-dire quand on dit dans l'IA, il y a quand même moins d'intelligence, c'est-à-dire que tu as Mhm, quelque chose, un facteur qui peut te permettre de travailler sur la productivité. C'est-à-dire que tu peux dire à l'IA que je veux que tu me fasses un planning qui va me permettre d'économiser de l'argent. Et il est d'accord. capable d'aller sur 300 séquences que tu avais planifiées en te disant que si tu commences par telle séquence, tu enchaînes par telle autre, tu as la capacité de faire des économies. Mhm. D'habitude, on fait un tournage par décor. On va dire OK, on commence par ce décor, peut-être maison, après décor stade, après décor voiture. Ça, c'est un peu ce qui se fait de manière globale. Maintenant, l'IA Traditionnel. peut te dire que, OK, dans ce décor-ci, si tu commences par telle séquence-ci, qui a peut-être 30 figurants, euh, ça te permet peut-être de les libérer Mhm. et d'être plus concentré après sur des séquences plus intimistes et tout, que peut-être de les amener et de les programmer pour plus tard. Entre-temps, ils traînent. Quand ils traînent là, il faut que tu leur donnes du café, il faut que tu les entretiennes et tout ça là. Et voilà, voilà, voilà et tout. Donc, en fait, l'IA peut venir donc et te permettre de faire des économies sur ta planification pendant le tournage. La Voilà. construction du film. Mhm. Oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, en fait, chaque réalisateur, producteur doit anticiper sur l'IA en disant que qu'est-ce que l'IA peut m'apporter, que ce soit au niveau de la pré-production, de la production. Et maintenant aussi, l'IA peut intervenir au niveau de la post-production dans la mesure où je me souviens quand TV5 Monde a validé ma série, il y a eu après, parce que TV5 Monde, il faut que je le dise, c'est la chaîne la plus exigeante en termes de livrables au monde.
Mhm. Oui. C'est-à-dire que Canal puisse pas prendre ta série et s'occuper peut-être de même faire des retouches et la diffuser. Mais TV5 est d'une exigence incroyable, incroyable. J'ai fait 9 mois avec un studio en France pour faire les retouches de la remontada. 9 mois, Ok. oui. Parce que ils sont très soucieux de la norme européenne. Voilà. Et ça fait que quand on parle de la norme européenne, il y a le son qui doit être calibré avec une certaine fréquence. Il y a Oui. l'étalonnage qui doit être vraiment uniforme d'un début à l'autre. Il y a le fait que il ne faut pas que on lise une faute parce que TV5, c'est un démembrement de la francophonie. Voilà. Mhm. Il ne faut pas qu'on lise une faute d'orthographe à l'écran. Donc, du coup, tout ce détail. Et comme ils devaient diffuser aussi dans le monde arabe, ils ont dit que bon, il y a des séquences peut-être de nudité qu'il fallait savoir comment un peu masquer et tout, censurer et tout. Donc, Mhm. c'était incroyable. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce studio qui s'appelle MGM, ils avaient euh, une technologie dans laquelle on rentrait l'épisode et la technologie là faisait un transcript de tout ce qui ne marchait pas. Est-ce Ok. qu'à tel Un niveau rapport. le son était monté, à tel niveau l'étalonnage avait changé, à tel niveau il y avait une faute, à tel niveau peut-être il y avait un noir, hein, les fondus au noir, un noir qui était un peu, qui était un peu débordant. Parce Mhm. au cinéma c'est beau les fondus au noir, Bon, oui. voilà. Mais en télévision, quand c'est long, dans un système concurrentiel actuel, on se dit que si c'est 3 secondes, quelqu'un peut zapper en se disant que ah, peut-être qu'il y a un problème, peut-être ça a bugué, il faut que j'aille sur une autre chaîne. Donc, du coup, ils veillent sur tout ce détail-là et, et leur technologie permet justement, c'est une technologie très coûteuse, permet justement d'avoir ces éléments. Or, avec l'IA, il y a des possibilités aussi. Mhm. Et là, il y a des possibilités d'avoir des IRA qui te permettent déjà, lorsque tu as fini de faire ton montage, de demander à l'ordinateur, via cette technologie, de déjà te donner ces infos. Parce que passer par un labo comme ça, c'est coûteux, ça coûte des millions. Écoute, et ça prend du temps. Voilà, voilà. Et pourtant, l'IA peut déjà t'apporter un truc, ça peut déjà te renseigner dessus, mais en plus, en fait, avant cela, il faut savoir de quelle IA s'agit. L'IA peut Bon, aussi oui. te renseigner parce qu'il suffit de demander à l'IA peut-être de te donner des IA qui peuvent te gérer des problèmes d'étalonnage, de son. Euh, donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, Mhm. ça fait que l'IA peut venir comme à la rescousse. Et je me souviens, par exemple, on a fait certaines séquences de drones et TV5 a dit que l'image est sombre. J'ai dit à TV5 Monde que c'est la ville qui est sombre parce que euh, il y a un défaut d'éclairage public et les buildings de Yaoundé, la plupart des buildings de Yaoundé, ce sont des ministères et des lieux publics. Et en soirée, on éteint les lumières parce que il faut faire des économies. Et du coup, on n'a pas la beauté des buildings Ah ouais. de la rue Sherbrooke, de Sainte-Catherine. On n'a pas cette beauté des buildings là en drone de nuit. Donc, j'ai fait comprendre que c'est vraiment des choses on ne peut faire autrement. Donc, du coup, on est obligé de supprimer certains de ce truc et tout. Voilà. Donc, c'est un peu.
ce qu'on est obligé de faire, quoi. Donc, euh, voilà un peu ce que je veux dire par rapport à cela. Et D'accord. maintenant, Mhm. avec l'IA, justement, l'IA a cette capacité de prendre des images tournées pour lesquelles les logiciels de post-production seraient limités et de pousser la chose plus loin. Voilà. Parce que si l'IA déjà peut construire à partir de rien du tout des images réelles de cinéma avec des acteurs qui donneraient l'impression que ce sont des acteurs réels, alors Mhm. combien de fois s'il faut prendre une image tournée et l'améliorer? Ah Voilà. oui, ah oui. Donc, c'est un peu ça. Qui peut Donc là, plus, j'ai qui peut donné plus, un peut peu. moins. Pardon? Qui peut plus, peut moins. Oui. Merci, vraiment, c'est assez vraiment édifiant. Nous avons quand même, bon, non, cette partie assez technique et expérientielle également. C'est-à-dire, vous nous soumettez ici vos expériences dans l'usage de ce dispositif au niveau de la formation, au niveau également du choix et du choix de la planification, au niveau de la production et c'est-à-dire le tournage, et au niveau de la post-production, et même la distribution. L'IA peut nous aider à mieux planifier la distribution des films. Et qui fait quoi, qui achète quoi et quel genre de profil. Bon, et maintenant, on va laisser quand même, et merci pour cette brillante, ce brillant développement concernant, on voit très bien, c'est-à-dire, c'est pas par hasard, vous êtes dans le cinéma, avec la grammaire qu'il faut, vous nous soumettez là, et surtout que je vois des étudiants dans le cadre de cette séance. Et maintenant, on va terminer. Je facilite, je laisse deux questions au public, s'il le souhaite. Et s'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question, c'est le moment. En tout cas, moi-même, rassurez-vous, j'ai encore des questions. Donc, on doit terminer rapidement parce que monsieur m'avait dit qu'il doit sortir. J'ai ça dans ma tête. Bon, pendant que les questions se mettent en place, ce que je veux dire maintenant dans le sens profond du sujet, Oui? c'est que s'il y a la capacité de détruire comme ça, commencer à le faire, beaucoup de métiers comme les assistantes, les secrétaires, etc., etc., ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, le cinéma, si nous, les cinéastes, nous, si on ne s'accapare pas de l'IA, nous allons partir. On doit s'accaparer de l'IA et on doit amener l'IA à aller dans le sens de nous accompagner. Sinon, ça sera terrible. Et c'est un peu désolant parce qu'en Afrique, c'est comme si ça n'intéresse pas les cinéastes, du moins du côté du Cameroun. Et c'est très dommage. On doit avancer avec l'IA. Même si on n'utilise pas, on doit connaître tout ce que l'IA peut faire et savoir comment conjuguer avec l'IA. Super. En fait, Et c'est dans différents corps de métier, le problème se pose. Moi, par exemple, moi qui suis, il y a également un académique que je vois là, j'avais vu docteur tout à l'heure, Gino, et il est également camerounais comme vous, Jasmine de son état. Il y a Sterling Ulysse qui est là. Donc, même dans notre travail comme académique, le problème se pose, c'est-à-dire comment résumer plus rapidement les textes, parce que nous avons de plus en plus les connaissances, les savoirs s'accumulent. Et il faut avancer. Donc, et de plus en plus, l'usage est là, et sauf qu'il faut rester pas authentique, mais et un peu de respect pour dire que voilà par quel mécanisme qu'on passe pour aboutir à tel résultat et que actuellement c'est crédible. Sauf qu'il faut dire ce que vous avez fait pour aboutir. Parce que quand même, il y a laisse des traces et c'est très important de le signaler au public. Et il y a quelqu'un qui souhaite poser une question. Ok, c'est Sterling. Et monsieur Sterling Le Doyen, allez-y. Ok, merci. Je félicite tout le monde pour cette activité. C'est une très bonne chose parce que c'est la Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qui nous ressemble. C'est nos sœurs, nos frères. Nous avons les mêmes problèmes à peu près. Donc, et la- ce que j'aimerais dire, c'est que
en Haïti, nous n'avons plus de salles de cinéma. Les, ceux qui font du cinéma sont obligés, eux aussi, de louer des salles d'hôtel. D'accord? Donc, et là, on a des films faits par des Haïtiens en fait, qui sont primés à l'étranger, mais personne en Haïti ne les voit encore. Donc, c'est sur Facebook qu'on entend qu'il y a tel cinéma. Ouais, 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 c'est ça. Donc voilà, Alors que le cinéma est arrivé en Haïti très tôt, oui, c'est-à-dire si l'invention du cinéma officiel à Paris en 1895, 1899 déjà, et les Lumières étaient déjà en Haïti pour filmer des choses et pour montrer d'une part ce qu'ils réalisent et d'autre part pour même saisir, faire un tournage au niveau un incendie dans la zone de la cathédrale. Donc, ça veut dire très tôt dans l'histoire du cinéma global, et Haïti était déjà présente. Alors que, comme dit professeur Sterling, nous sommes ici, là, dans une misère et où les salles se ferment et le cinéma, de toute façon, ça se consomme autrement. Et en tout cas. le dernier film euh, qui a eu lieu en Haïti, c'était à El Rancho, c'était $50 hein, par Ouais, personne. ouais, ouais, c'est ça. Ça veut dire, Américain par ouais, personne. non, Donc, c'est une exclusion. C'est moyen de dire, ça ne vous concerne pas. C'est entre nous, ça se fait. Et donc, voilà. Et c'est ça la réalité. C'est de nouvelles réalités. Qu'est-ce qu'on fait avec? Un art qui invite à faire monde, c'est-à-dire ça le cinéma, c'est-à-dire le cinéma, et sinon on allait pouvoir rester dans le cinématographe. C'est-à-dire que ça consomme, on le consomme individuellement, alors que depuis la projection, ça devient possible. Et ça veut dire que et tout le monde, ensemble, on peut consommer. Et c'est ça le rituel du cinéma. On regarde ensemble, on commente ensemble, on frissonne ensemble. Et de plus en plus, ça se consomme individuellement. Et c'est une tristesse. Et c'est-à-dire, oui, allez-y. oui, bon, certains cinéastes amateurs, je dirais, se rabattent sur YouTube. Il y a une grande partie du cinéma ici qui se fait sur YouTube. J'aimerais savoir quelle est la place de YouTube dans le cinéma camerounais. Oui, Quelle monsieur le place? cinéaste, Gervais. Euh, Tout à l'heure, j'ai dit que le cinéma camerounais est mort à cause de la fermeture des salles, à cause de la préférence pour des médias qui avaient de l'influence comme A+, à plutôt s'orienter vers les séries. Euh, j'ai peut-être pas eu le réflexe de signaler que YouTube est également le facteur même le plus déterminant par rapport à cette mort du cinéma-là. Donc, du coup, beaucoup de personnes se sont lancées dans YouTube en se disant que, bon, si je n'ai jamais pu vendre à TV5, à Canal+, ou à autre télévision, si aucune télévision camerounaise n'achète les films, parce que toutes les autres télévisions camerounaises n'achètent pas de films, mais ils ont des budgets pour acheter les télénovelas de l'Amérique latine et tout. Euh, Qu'est-ce qui me reste? C'est YouTube. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, tout le monde est entré dans YouTube. Et quand je dis tout le monde, soit il y avait quelques cinéastes qui faisaient du travail assez remarquable, mais au-delà de ça, on a tout la racaille, excusez le terme, tout la racaille qui est entré aussi à l'intérieur, qui parfois avec le téléphone faisait des films, qui, qui avait des mauvais appareils, faisait des films. Et puis, le YouTube camerounais est devenu un bordel où on avait un peu de tout. Et dans ce sens-là, ça fait que ça a donné une mauvaise image parce qu'au-delà, quand je parle de racaille, ce n'est pas simplement le fait d'avoir des réalisateurs qui font du mauvais travail. Quand je parle de racaille, je suis en train de parler des personnes qui étaient à la base des humoristes ou des personnes qui animaient des mariages pour faire rire des gens et tout.
et qui sont Ouais. devenus la tendance. Et ça fait que pendant longtemps, on a donc commencé à penser que notre cinéma, c'était un cinéma pour, de bouffons, pour faire rire des gens, et en plus mal filmé. Et ça fait que quand je suis arrivé ici en 2009, des gens venaient vers moi en me disant que, ah, quand ils ont vu mon film à Vue d'Afrique, ils ont dit que, mais je ne savais pas que les Camerounais pouvaient faire ce genre de film parce que nous, on était Waouh. habitués à voir des trucs vraiment juste bref, des web-séries, je peux dire, euh, juste pour faire rire, mais mal filmé, mal traité, et avec des gens qui singeaient. Voilà. Quand je parle un peu style bouffon, c'est-à-dire que c'était pas des acteurs, c'était genre des personnes qui vont venir en disant que, par exemple, il faut singer là, en Ouais. disant que, oh, c'est comment? Oh, mon combi! Oh, je suis content de te voir! Donc, des gens qui, voilà, qui ne jouaient pas aux acteurs, mais faisaient des... Et c'est comme ça qu'on nous avait catalogués. Et à un Ouais, c'est moment ça. donné, c'est comme ça que le Sénégal a décollé avec son cinéma, la Côte d'Ivoire a décollé avec son cinéma, le Maghreb a décollé. Et le Cameroun, qui était à l'époque une référence, a commencé à chuter parce que assimilé à cela. Et c'est Mhm. après maintenant que certaines personnes ont pu émerger Imagine. pour pouvoir montrer que non, on a quand même des belles productions qui persistent et tout. Et finalement, aujourd'hui, notre YouTube, c'est devenu, genre, la diaspora camerounaise ne connaît pas les bons films. Parce que les bons films passent en festival. Et quand ça passe en festival, la diaspora n'est pas connectée à ce festival pour pouvoir voir c'est quoi les bons films. Et comme les chaînes nationales n'achètent pas les bons films, la référence, c'est que non, le cinéma camerounais, c'est les conneries qu'il y a sur YouTube. Et Mhm. les meilleurs, c'est comme la banane. Au Cameroun, nous sommes l'un des meilleurs producteurs de bananes, mais ce sont les Français qui mangent nos bananes, les meilleurs. Et c'est ce qui est mal fait là, qu'on distribue au peuple. C'est ce qui s'est passé. Donc, le vrai cinéma africain, c'est une de mes missions ici à Montréal, c'est de présenter ce vrai cinéma-là. Et je travaille avec DIFA, Alain Modo, qui est mon distributeur. Et on travaille pour que les télévisions au Canada puissent diffuser des contenus de grande classe. Et Mhm. la première réussite déjà, c'est la remontada, ma série, qui a été diffusée tout à l'heure là, Mhm. euh, qui est sur TV5 Unique, donc qui est accessible par la plateforme. Voilà. Mhm. Et ça donne un D'accord, peu une super. image de ce que nous voulons promouvoir. Magnifique. Il y a Whitney, une étudiante, je crois, et qui souhaite poser une question. Elle a la main levée. Et cher Whitney, allez-y. Vous avez Monsieur Gervais, notre grand homme avec nous. Allez-y. Merci bien, professeur bien-aimé. Alors, lui, c'est Monsieur Gervais. J'ai pas bien Oui, saisi oui, son oui. nom. On va rester avec Gervais. Gervais, pour nous, dans la Caraïbe, c'est facile pour dire parce qu'il a un nom, un middle name qui est un peu russe. Difficile. Voilà. Mais c'est pas si difficile. C'est question de prononciation, en tout cas. Je ne prends pas D'accord, cette aventure. Allez-y, d'accord, Whitney. d'accord. Je salue tout le monde et je tiens surtout à féliciter Monsieur Gervais pour, surtout, j'ai pu entendre parler de son parcours lorsque vous étiez à l'université. Donc, c'était euh, ma question. Oui, oui. D'accord. Maintenant, ma préparation, c'est surtout avec l'évolution de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que l'on peut vraiment toujours parler d'auteur, auteur, quand nous savons que l'IA intervient dans les processus de création? Donc, est-ce que l'on peut vraiment parler d'auteur? Et par la suite, ma deuxième préoccupation, c'est surtout avec, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque d'utilisation des contenus au détriment de la diversité culturelle avec l'utilisation de l'IA? Est-ce que ça, c'est vraiment pas un risque? Et monsieur, vous avez parlé de questions de marché, la ligne du marché. Alors, concrètement, est-ce que en fait, vous posez La dernière question, j'ai pas l'impression que Monsieur Gervais puisse entendre ça. La dernière partie de votre question.
Whitney est tombé, j'ai l'impression. Bon, c'est pas grave, mais éventuellement. Et Gervais, allez-y. C'est vrai que j'ai eu moi aussi du mal à Voilà, l'écouter. merci. Je suis de retour, Elle, désolée. Elle est Alors de oui, retour. Précisez un peu pour nous, parce que j'ai l'impression que vous posez des bonnes questions, et alors qu'on souhaite en fournir des réponses. il y avait une relative Allez-y. aux auteurs, l'autre Mhm. Allez-y, Whitney. Bon. Et ensuite, nous avons professeur Sidson, Camerounais comme vous, mais voilà, voilà. oui, La deuxième, c'est surtout, sage que le lieu par exemple, ceux qui achètent un peu souhaitent euh, un profil de production. Et est-ce qu'il n'y a pas de risque pour casser la créativité et voire même compliquer la question de la diversité culturelle? Et selon la question que j'interprète de Madame Whitney. Allez-y, professeur. Allez-y, Monsieur Gervais. oui, ce que j'ai compris avec mon expérience de plus de 2 décennies, c'est que il y a parfois toujours un fossé entre produit et distribué. Voilà. Euh, L'artiste produit ce qui le touche, ce qui le marque. L'artiste produit ce qui vient de son cœur, mais pour pouvoir vivre de ses productions, il doit rentrer euh, dans le désir de l'acheteur, qui est le diffuseur. Donc, du coup, on est obligé de se faire violence parce que chaque diffuseur a sa ligne éditoriale. Voilà. Si je prends par exemple le cas du Canada, on a Native TV, qui est une télévision pour la diversité culturelle. Donc, dès lors qu'on rentre dans ce canevas, on a les possibilités de vendre à Native TV. Ensuite, on a des télévisions comme Télé-Québec qui valorise la langue française. Donc, si on est le meilleur réalisateur sud-africain et qu'on a un film en anglais, c'est pas sûr que Télé-Québec va l'acheter. Donc, on est obligé de s'arrimer à cela. Si on valorise la langue française et qu'on veut toucher un public plus international, il y a TVC Monde qui peut étendre ses tentacules parce que c'est la chaîne la plus mondialement diffusée. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, à un moment donné, quand on commence sa carrière, on a toutes les ambitions du monde de faire tous les films les plus variés du monde. Mais quand on commence à grandir et qu'on commence à fonder une famille au-delà du cinéma et qu'il faut vivre, la passion doit être transformée en profession. Et pour cela, il faut s'arrimer aux besoins du marché. Voilà. D'accord. Maintenant, sur l'autre point de vue, qui est celui des auteurs, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà l'IA vit des résultats des auteurs. C'est-à-dire l'IA scanne ce que les auteurs ont publié et parfois fait du plagiat pour le proposer à d'autres auteurs. C'est pour cela que euh, même s'il y a la capacité de vous permettre d'écrire complètement tout un scénario, soyez intelligent parce que vous pouvez être coincé demain par des problèmes de droit d'auteur et tout. Donc, il faut d'abord que ça vienne de vous, vraiment, et que peut-être vous utilisez l'IA beaucoup plus peut-être comme un assistant. Ça veut dire que vous avez fait votre scénario et vous demandez à l'IA de donner son point de vue. Est-ce que c'est bien structuré? Est-ce que toutes les histoires ont Mhm. une chute? Est-ce que, il y a des séquences qui ne sont pas mal, en fait, qui sont en désharmonie avec l'histoire complète? Est-ce qu'il y a des personnages, des suggestions, un peu comme si vous aviez fait votre texte et vous envoyez maintenant à des personnes qui vont donner leur point de vue. Donc, en fait, il faut plutôt utiliser l'IA dans ce sens et non aller en disant que fais-moi un scénario, c'est quelqu'un qui vient d'arriver au Canada et qui va intégrer les Canadiens de Montréal et tout. Donc, en fait, si vous allez dans ce sens, forcément, on ne peut plus parler d'auteur, mais si vous utilisez plutôt l'IA comme
quelqu'un qui vient vous apporter un plus sur votre structuration, sur vous empêcher de faire des fautes de français. Et là encore, ça peut aller. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Il y a professeur Sitson maintenant qui souhaite poser une question. Bienvenue, professeur Sitson. À Camerounais comme vous-même, vous êtes deux là. Oui, 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 voilà, Parlez voilà. de votre pays. Ok, c'est un plaisir. Oui, Enchanté, cher Gervais, je crois. ok. Ouais, pardonnez-moi, donc j'ai pris le train en marche un peu en retard, là, donc j'étais pris de gauche à droite, enfin bref, j'ai des conférences aujourd'hui. Ouais, ma question, c'était celle de savoir surtout, est-ce que, j'ai pas suivi le début de votre topo, donc de votre intervention, c'est de savoir, est-ce qu'il existe au Cameroun, par exemple, un syndicat ou bien un syndicat de réalisateurs? Est-ce que ça existe, ça? J'en parle parce que je suis compositeur aussi de musique de film. J'ai fait de la musique Walandé, par exemple, comment il s'appelle? Thierry Tamac, avec Jean-Pierre Decolo, et Le goût du vin de palme. Le goût du vin de palme, je crois que c'est ça. J'ai écrit la Oui. musique du film aussi. Et puis, des habillages antennes, j'en ai écrit pas mal déjà aussi, pour France Télévisions. Et je voulais savoir si je m'intéresse à ça parce que je suis pas un cinéaste, je n'ai pas les compétences que vous avez là. Donc, je vois ça de l'extérieur, je fais juste de la musique. Donc, je voulais savoir si, est-ce qu'au pays, chez nous au Cameroun, moi je suis camerounais aussi, est-ce qu'il existe un syndicat et comment ça s'articule tout ça? Est-ce que c'est... Mhm. Oui, Oui. merci. Merci. C'est vrai que c'est un nom que je connaissais. Voilà. Peut-être pas. C'est un honneur pour moi de t'avoir parmi les participants à cet événement. Voilà. Pour répondre à cette question, tout à l'heure, quand elle a été posée, j'ai souri parce que, j'ai souri parce que, voilà, comment dire, en fait, euh, je veux parler un peu du mot fédération et du mot syndicat. Voilà. Oui. Donc, euh, dans le football, on parle beaucoup de fédération. Oui. Et je peux dire ça marche assez bien parce que c'est un peu le modèle passe-partout et tout. Voilà. Surtout quand on va parler de la fédération camerounaise de football. Même si c'est lacune et tout, c'est quand même structuré et les lions indomptables qui sont les premiers bénéficiaires de cela ne manquent de rien, que ce soit de l'accompagnement de l'État ou de tout l'encadrement, l'accompagnement de la FIFA. Donc c'est vraiment profitable aux lions indomptables, même si après les autres catégories comme les lions indomptables n'en profitent pas tellement et tout parce que tout est focus vraiment sur les lions indomptables. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que au Cameroun, peut-être parce que ce modèle fonctionnait, certaines personnes ont pensé que on devait adapter le cinéma camerounais comme on l'a fait pour les fédérations sportives comme la FECAFOOT. Et pour moi, c'était comme une sorte comment dire, une magouille, hein. Oui, moi, je suis quelqu'un de cash. Ouais. Je suis un notaire engagé. Donc, voilà. C'est peut-être mon engagement qui fait que j'ai dû prendre un retrait actuellement parce que pour des questions sécuritaires, il fallait que je m'éloigne un peu du pays. Voilà. Mhm. Euh, Ce que je veux dire, c'est quoi? Nous autres, on s'est battus pour le cinéma. On s'est pas battu seulement pour constituer peut-être un syndicat ou une fédération ou quoi que ce soit. On s'est battu pour les acteurs du cinéma. J'étais ici en 2009 à Montréal et j'ai dit, je repars pour développer les acteurs et apporter ma contribution. C'était mon premier festival et j'ai beaucoup œuvré pour des acteurs parce que les acteurs, c'était un peu comme des parents pauvres du cinéma. J'ai sacrifié presque ma propre carrière pour faire avancer des carrières d'acteurs, mais dès que ces acteurs atteignaient le sommet, on t'oubliait, on t'ignorait,
Et même la simple reconnaissance de dire que on avait été ici à cause de toi, personne ne le citait. Voilà. Mhm. J'ai cité par exemple quelques personnalités qui m'ont élevé au début de l'émission. J'ai parlé de Gérard Lechêne, de la directrice de l'Alliance franco-camerounaise, de Tchang, François Ballet, etc. J'ai cité, mais ces personnes ne citeraient jamais parce que, il y a un certain égoïsme qui a pris le devant. Et cet égoïsme, c'est à l'image du cinéma camerounais actuel. C'est un cinéma assez individualiste, très individualiste. Et même au-delà de la société camerounaise actuelle, parce que euh, à Montréal, par exemple, il y a eu des regroupements dominants, et Petit Pays le disait d'ailleurs dans My African Dream, le documentaire, que euh, ici, les regroupements des origines ont plus pignon sur rue que la nationalité camerounaise ou l'origine camerounaise. Donc, du coup, si vous faites si peut-être je venais, je disais que, OK, je fais un événement et je dis, OK, la communauté Bouddha, qui est ma ville natale, mon village natal, Bouddha, je dis, la communauté Bouddha, un réalisateur Bouddha est là. Je peux peut-être avoir plus de personnes que si je dis, je suis Camerounais et un Camerounais est là. Pourquoi? Parce que tout vient de nos politiques et de la manière dont nous ont orientés. Et on comprend parce que leur politique, c'était diviser pour régner. Plus le Cameroun était divisé, moins le Cameroun pouvait s'unir pour une transition. Donc, Mhm. du coup, on a mis en avant un certain nombre de facteurs. Le facteur ethnique, soit on te dit tu es Bamileke, soit on te dit tu es euh, Bassa, tu es Wondo, tout ça là. Il y a le facteur de la langue, soit on te dit tu es anglophone, tu es francophone. Il y a le facteur de la religion, soit on te dit que tu es catholique, que tu es protestant. Et même on rentre encore dans le côté chrétien, on dit que tu es de l'église de réveil, tu es catholique, etc., etc. Donc, chaque fois qu'au pays, on peut utiliser des systèmes pour que vous ne soyez pas unis, on le fait. Et si Mhm. le Cameroun a décidé de passer au système des fédérations, ce n'était pas dans le but de nous unir, mais de nous diviser. Pourquoi? Parce que euh, déjà, on est très individualiste. Pourquoi? Parce que les gens regardaient encore le cinéma comme peut-être une compétition interne, ou peut-être s'il y a un festival de cinéma, euh, on dirait que bon, peut-être Vue d'Afrique va peut-être inviter peut-être deux réalisateurs ou trois réalisateurs camerounais. On veut absolument être le seul réalisateur qui sera invité. Alors qu'il y a dans certains pays africains où euh, on- parfois le pays, ou plutôt plusieurs cinéastes se sont mis en avant pour peut-être propulser un cinéaste pour qu'il vienne porter le drapeau de son pays dans les festivals du monde. Ensuite, on se réunit, on prend un autre, on le pousse comme ça. Et cette union-là, c'est quelque chose qui manque au Cameroun. Donc, du coup, entre nous, on n'a pas pu s'unir. Voilà. Et c'est même pire parce que peut-être il y a un réalisateur qui tourne un film. Normalement, notre réalisateur pourrait venir même lui rendre visite sur le plateau de tournage et tout, l'encourager. Mais non, c'est ta chose. Ça ne nous concerne pas. Et Mhm. moi, j'ai été très détesté dans mon pays parce que j'étais l'une des rares personnes qui essayait d'être l'ami de tout le monde. Et ça fait que si peut-être, comme quelqu'un me l'a dit une fois, si tu es l'ami de mon ennemi, ça veut dire que tu es mon ennemi. Quelqu'un m'a dit ça. Oui. Pourquoi? Parce que à un moment donné, j'ai fait beaucoup de promotion et de soutien pour les acteurs. Et du coup, j'étais obligé d'être ami avec des réalisateurs pour pouvoir leur proposer ces acteurs. Donc, du coup, je suis allé à Bamenda, je suis allé à Boya, je suis allé à Yaoundé, à Douala, j'ai fait des castings jusqu'à Ebebda et tout ça là, parce que je travaillais vraiment sur la chose de l'acteur et tout. Mais c'est rare de voir que peut-être deux réalisateurs se sont mis ensemble et tout ça là, mais moi je le faisais.
Parce que j'ai dit aussi que je suis polyvalent, j'ai plusieurs casquettes et j'ai fait du montage pour certains réalisateurs, j'ai fait du casting pour certains réalisateurs. Il y a par exemple Waka, qui est un film de Françoise Elon, j'ai fait le casting pour elle. J'ai travaillé avec des productions étrangères. Donc, j'ai toujours été à gauche, à droite et tout, sur plein Mhm. de projets et tout. Et voilà. Mais beaucoup n'ont pas cette unicité-là parce que les gens sont dans leur coin et tout. Et ça fait que avant, le président avait néanmoins lancé un fonds de 1 milliard de francs CFA. Euh, 1 milliard de francs CFA, on pouvait faire le calcul à 1 milliard, vous divisez par 400 environ pour avoir la valeur en dollars. Euh, et ça finançait quand même pas mal d'œuvres de l'esprit, d'œuvres culturelles et tout. Moi, par exemple, j'ai reçu pour un de mes films quelque chose comme 1 500 euros. Voilà. Mais ça a fonctionné pendant quelques années. Et du coup, quand le nouveau ministre est arrivé, subitement, cette porte s'est arrêtée. Ça fait peut-être une dizaine d'années. Cette porte s'est arrêtée. Et sans aucune explication, rien, ça n'existait plus. Et comme Mhm. ça n'existait plus, bon, j'ai eu certaines rumeurs selon lesquelles ils ont dilapidé les derniers sous qui restaient. Et en fait, c'est en cette même période qu'on a lancé le projet de fédération des artistes. Et au niveau de l'esplanade de l'ancien palais, qui est le ministère actuel de la Culture, on a construit des cases. Et on disait que, OK, telle case, c'est la case des cinéastes, la case des musiciens, la case des peintres. Et c'était comme un espace où on disait que, OK, si vous êtes donc cinéaste, voilà la case des cinéastes, vous pouvez faire des rencontres là-bas, vous pouvez vous réunir là-bas pour décider de ce que sera votre avenir. Le problème, c'est que ces cases ont été acquis par certaines personnes et ces personnes-là sont devenues un peu comme les personnes qui décidaient et qui savaient eux-mêmes ce qu'ils faisaient. Donc, ce n'étaient pas des personnes pour lesquelles peut-être on a dit, OK, faisons une élection pour savoir qui nous représente pour piloter les projets de fédération. Et il y a eu comme cette anarchie-là et ça fait que maintenant, quand on repartait au ministère de la Culture, ne sachant pas que le fonds du milliard avait déjà, était déjà aboli, on nous disait que allez d'abord vous entendre. Oui, allez vous entendre. Et c'était donc le motif pour refuser des financements. Mais il y avait quelques événements qui bénéficient encore de ce financement du ministère. Mais quand tu viens comme artiste individuellement, allez vous entendre parce que ça fait au moins peut-être 5 6 ans que c'est fait et jamais il n'y a pu avoir une entente parce que les gens étant individualistes. Ça fait qu'au final, personne ne s'entend et du coup, aucune fédération, on ne sait pas qui est le président de la fédération, on ne sait pas qui est quoi. Et je suis même dans un groupe avec des réalisateurs camerounais, même pour les simples questions du genre se mettre en accord peut-être pour faire pression pour les droits d'auteur au Cameroun, c'est impossible. OK. C'est impossible. Et les dernières années, moi, je ne recevais même plus mes droits d'auteur. Heureusement que j'avais euh, une inscription aux droits d'auteur à l'international, notamment la SACD. Et quand je suis arrivé à Montréal, j'ai donc fait migrer mon dossier de la France pour le Canada. Au moins, je peux recevoir des droits d'auteur ici. Mais dans mon pays, je n'avais plus accès aux droits d'auteur malgré ma vieille expérience. D'accord. Ben, vraiment, c'est un allo-Afrique fleuve, alors que nous avions pour une heure de temps, c'est ce que bon, j'avais programmé 1 heure de temps et demie, mais comme notre cinéaste devrait se déplacer, il avait une rencontre, hein. On se disait on va faire relativement 1 heure et 15 minutes, alors que nous avons fait vraiment 2 heures de temps et 17 minutes, hein.
Donc, cela dit, c'est un Allo Afrique fleuve. Comment on va traiter tout ça? C'est beaucoup de contenu. Nous avons abordé beaucoup de choses. Et sur le Cameroun, nous avons fait un peu de politique également. Et nous avons bien sûr, comme le thème du film, et donc disons, le thème de cette Allo Afrique sur l'intelligence artificielle. Je crois que cette partie est tellement gratifiante. On va faire quelque chose de très intéressant avec, et notamment parce que nous nous intéressons nous-mêmes à la question de l'éducation. Il faut faire l'éducation du public. On sait qu'il y a beaucoup euh, de conservateurs, mais plutôt des gens qui sont, ils sont un peu très renfermés sur eux-mêmes pour l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, il faut tout simplement l'utiliser avec intelligence. Et c'est le consigne, de toute façon, ça, c'est incontournable. Un pays comme le Canada, c'est environ 45%, Québec en particulier, c'est 47% d'usage. Donc, c'est pas un truc, c'est pas un truc banal. Et j'ai mon fils déjà, il vient de participer dans un concours et il a gagné pour produire des choses en intelligence artificielle. Alors, j'avais, tu le connais, hein? Ouais, Ouais, ça très veut dire que, brillant. oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que il faut tous comprendre tout simplement, c'est du sérieux et tout simplement, il faut s'éduquer pour l'utiliser avec intelligence. Et en gros, et c'est pas un dernier mot, mais et je peux dire à Gervais, et on s'est rencontrés, bien sûr, à travers une autre cinéaste. Et puis, depuis ce soir-là, on a mangé ensemble. Ça fait longtemps, hein, et puis on s'est dit, on va faire une émission. On s'est entendu pour le 17. Et j'ai pas oublié, il n'a pas oublié non plus. On s'est jamais reparlé. Et voilà, et finalement, la décision a été prise et que l'affiche étant prête, mise en circulation. Et il a répondu à l'appel. Et mais j'apprécie vraiment, c'est-à-dire nous sommes deux personnes qui gardent finalement et notre disons en créole et notre parole. En gros, et puis, donc, Sitson, merci d'être là. Et j'ai vu quelques personnes et en filigrane des étudiants. Ça va être utile hein, pour des étudiants parce que moi, quand j'étais étudiant, j'en avais besoin comme ça. Hein. C'est comme ça que je deviens ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai écouté beaucoup de monde en même temps. Et pas votre dernière parole, mais dites-nous quelque chose pour fermer et puis on passe notre spot. Et je rappelle que nous avons passé deux extraits et des travaux et de monsieur, c'est un immense, une immense personne. Et en termes de réalisation, implication, je l'ai vu dans les couloirs de Vue d'Afrique cette année. Il est responsable des jurys, et il recevait et les arrivées de l'international. Bref, et impliqué dans beaucoup de choses, et notamment, et comme dit, c'est très intéressant, il est polyvalent. Et quelqu'un qui touche vraiment un peu à tout dans le domaine du cinéma. Et ça, c'est très important, tenant compte que on n'a pas de budget, il faut apprendre à faire les choses. Et donc, on prend du temps pour les apprendre parce que on n'a pas d'argent et de ressources financières pour payer et à faire. Donc, et je conseille toujours à mes étudiants finalement, de s'impliquer, de prendre du temps pour apprendre parce que si Allo Afrique tient, rassurez-vous, il n'y a pas un dossier d'Allo Afrique dans aucun ministère du monde pour demander quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est parce que nous savons faire un certain nombre de choses qui fait que on peut le produire, on peut faire la post-production et puis on fait ce qu'on aime et en même temps, les choses d'Allo Afrique sont utiles à la connaissance et au partage de connaissances. Et bien entendu, ce que nous savons faire, c'est ce que nous sommes prêts à partager avec le monde. Monsieur Gervais, à vous. Ok, je suis reconnaissant à toi, Kessler, et à Benita. Ouais, ouais, ouais. Jacques, cette réalisatrice par qui nous avons fait connaissance, que j'ai rencontrée au Cameroun. Hein. Donc, OK. oui, au Cameroun, elle était aux écrans noirs et on a sympathisé parce qu'on s'est rencontrés sur un plateau de tournage de la télévision nationale et tout. Et après, est-ce que je ne pouvais pas imaginer que j'allais la retrouver au Canada quelques années plus tard et tout. Donc, c'est un peu ça. La remontada, c'était, je veux dire, sélection officielle en 2023-2024 de Vue d'Afrique et aujourd'hui accueilli par l'équipe Vue d'Afrique. Je suis là parce que à un moment donné, j'ai pensé que je peux être plus utile pour le cinéma camerounais à partir d'ici que Mhm. étant là-bas. Voilà.
J'ai fait tout Mhm. ce qui a été fait là-bas et j'ai même la capacité comme ça de, si à l'instant vous me dites, OK, vous avez besoin de 30 acteurs au Cameroun pour tel projet, je peux même dans le sommet vous citer que, OK, pour le rôle de 30 ans, il y a telle personne, 10 ans, il y a telle personne, allez à tel endroit, vous allez donc C'est bon. voilà, donc même à distance, je peux aider des cinéastes à trouver des acteurs, je peux coacher des personnes ici. Maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de lancer la Cité des Talents Canada. Et mon but, c'est de pouvoir apporter ma modeste contribution à ceux qui sont ici au Canada et qui veulent être acteurs de cinéma. Vous pouvez prendre mon contact. Voilà, tu peux bien passer mon contact Mais oui, pas de souci, je le voilà, ferai. Je- à qui est dans le besoin parce que je vais poursuivre ici et c'est un peu comme ça que j'ai découvert pendant le festival Écran Noir, pardon, Vue d'Afrique, de très bons acteurs et tout. Et Mhm. même ton fils, j'avais dit que ton fils a un Oui, oui. talent d'acteur et tout, voilà. Donc, ça fait que je viens pour ouvrir des portes aussi à des futurs acteurs du cinéma. Et voilà, pas loin, pas plus tard que hier, je suis même tombé sur un espace de formation privée en actorat. Donc, même s'il y a des personnes qui veulent apprendre le cinéma, ici au boulevard Saint-Laurent, il y a un espace de formation en actorat et tout. Et moi-même, personnellement, je donne des formations en scénario. Voilà, donc Mhm. scénario, peut-être réalisation aussi à titre privé, parfois en ligne, voilà. Mhm. Et c'est toujours ma manière d'apporter un plus à ce que je fais, même en termes de production. Et je suis en train de travailler sur un projet de tournage et je suis très ouvert parce que, par exemple, la remontada, j'ai pu drainer 17 personnes qui étaient comme des producteurs associés qui m'ont accompagné sur ce projet. Et avant de quitter le Cameroun, toutes ces personnes étaient déjà rentrées dans leur investissement ils ont fait pour que la série soit et avec des bénéfices en plus. Et actuellement, comme je suis en train de travailler sur un process pour que les films africains, afro-créoles et tout ça soient sur les médias du Canada, parce que c'est un grand challenge que j'ai à cœur. Je suis donc également quelqu'un par qui certains producteurs pourront passer pour pouvoir être sur ce média. C'est un gros combat. En d'autres termes, c'est pour dire que je suis utile et je peux être utile pour ceux qui nous écoutent là, que ce soit dans la formation, que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit dans la détection des talents et tout. Je suis arrivé ici à Montréal en plein hiver, c'était mon premier hiver. Et mon entourage était là, du genre, va chercher un travail, va chercher, parce que j'ai un permis de travail ouvert. Donc, on disait, non, va chercher, va travailler, va faire une formation pour devenir gardien, va faire une formation pour... Voilà, je les ai dit que non, c'est un voyage prophétique, excusez-moi, mais je suis très croyant. C'est un voyage prophétique et la prophétie est orientée cinéma. Donc, tout ce que je peux faire, vraiment, c'est pour le cinéma, que ce soit dans tous les Parfait. secteurs que j'ai donnés là. Et je serai plus utile pour le cinéma que d'être utile peut-être dans une manufacture. C'est pas que je dénigre ces activités, non. Mais chacun sur Terre a une mission. Et ma mission, c'est d'apporter un plus dans le cinéma, dans le pays où je suis. Voilà. D'accord. Mais merci. Je ne sais pas si le professeur Essitson souhaite, pourrait conclure, hein. On le fait ensemble. Lui, il a un espace qui s'appelle Polyvocal Research. En général, c'est en anglais. Il faut avoir un peu d'anglais pour... Ouais, mais éventuellement, on pourrait le recevoir hein, justement pour qu'il nous fasse quelque chose sur la voix dans le cinéma, comme c'est C'est tout ça, c'est ça. pas Donc, ici. Et, tu peux conclure et puis on va passer le spot d'Allo Afrique pour dire merci aux étudiants qui participent, à Whitney qui a posé une question. Et puis, c'est cool. Nous avons une belle conversation et agréable et utile par rapport à ce qui a été dit en termes de contenu.
c'est pas du blablabla, tu vois. Alors, Afrique en général, on peut le dire comme ça, hein, nos contenus sont quand même assez, on va pas dire exceptionnels, mais c'est intéressant. Et comme contenu, on n'a pas hésité de dire aux gens et d'aller, bien sûr, à Allo Afrique. Et puis informez-vous, du moins, éduquez-vous. Parce que nous avons du contenu. Et puis, ouais, professeur Sitson. Merci beaucoup, Gervais. Merci, Dr. Kessler. Mais en tout cas, ravi d'avoir suivi toutes ces belles articulations de Gervais, en tout cas. Et puis, vraiment, je suis très heureux d'être là, d'avoir pu l'entendre et puis de me nourrir de ces belles réflexions sur son art, qui est notre art aussi, enfin, qui est notre, j'allais dire, parce que nous sommes tous un peu acteurs d'une manière ou d'une autre, même si acteur comme ça, mais bon, je plaisante, bien entendu, je suis acteur. Non, en tout cas, je m'intéresse surtout aux connexions entre la musique et, enfin, tous les arts, en tout cas. J'en parlais dans une conférence aujourd'hui, je suis un peu fatigué, désolé. Et c'était un plaisir, en tout cas, de l'entendre, et puis avec une belle intelligence, et puis surtout le sérieux qu'il a dans son cheminement, en tout cas, dans sa façon ses perspectives, en tout cas, du point de vue cinématographique et culturel, par extension. Donc, vraiment, c'est fabuleux, quoi. Et puis, en plus, c'est un compatriote. Ça fait plaisir. Merci, C'est un plaisir partagé. Merci. Merci, Doc Sitson. On est ensemble, comme on dit. Fouyezo na patrimoine cultivé, na jouen côté sorti, côté bralé, ta kon ki moun nou ye, tout bien nous posséder. Fouyezo na